Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3, Nouvelle-Aquitaine et Public Sénat. Bienvenue dans Face à l'Histoire, émission spéciale à l'occasion de la commémoration des massacres de Tulle et d'Oradour-sur-Glane. Le 9 juin 1944, 3 jours après le débarquement, sous les yeux de la population, 99 otages, des hommes de 16 à 60 ans, sont pendus au réverbère et au balcon de la ville par les soldats de la 2e division SS d'Astreich. Le lendemain, un détachement de cette même division SS entre dans la petite ville, le petit village d'Oradour-sur-Glane et assassine méthodiquement hommes, femmes et enfants. Au total, 642 personnes vont périr. Ce massacre est devenu un symbole de la barbarie nazie. Pour y revenir, aujourd'hui, un invité exceptionnel, François Hollande. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Maire de Tulle pendant 7 ans, président du Conseil général de la Corrèze pendant 4 ans. Vous avez toujours fait de ces commémorations un événement incontournable de votre agenda. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi cet attachement à ce travail de mémoire et à celui-ci en particulier? Parce que devenant député de la Corrèze et de la circonscription dans laquelle ce massacre avait eu lieu, Tulle, je le suis devenu en 1988, donc il y a plus de 30 ans. Et cette cérémonie a toujours existé, et j'y ai toujours participé. Et je pouvais craindre qu'un jour, elle puisse tomber en désuétude, faute de familles suffisamment mobilisées ou de survivants. Et au contraire, les familles ont toujours voulu qu'il y ait une perpétuation de cette cérémonie. Et il y a toujours cette marche qui est très impressionnante, dans le silence, jusqu'au lieu où reposent les martyrs. Et la ville se met en deuil ce 9 juin, se souvient et clame également cet hymne à la liberté et à l'idée qu'il faut non pas pardonner, parce que là le pardon ne peut pas avoir lieu, mais un hymne à la réconciliation. Et c'est ce que la ville a aussi toujours voulu témoigner. Donc je me suis inscrit dans cette tradition. Et moi-même, quand j'ai délivré un discours, peu de temps avant de devenir président, donc un discours de campagne, j'ai dit à quoi je pensais à cet instant-là. Je pensais aux martyrs de Tulle qui ont vu leur vie s'arrêter, souvent très jeunes, et qui n'ont pas connu le progrès, celui auquel les survivants ont pu accéder. On va justement parler de la nécessité de ce devoir de mémoire, et vous avez beaucoup commémoré quand vous étiez président de la République, François Hollande, mais au fond, il s'est assez vite imposé ce devoir de mémoire à Oradour-sur-Glane, puisque très vite, avant même la fin de la guerre, le général de Gaulle a sanctuarisé le village. Oui, donc le drame se produit le 10 juin, la France n'est pas encore totalement libérée, et le général de Gaulle, qui entrera ensuite à Paris, et considère qu'il faut un geste qui puisse préserver la mémoire. Et quel plus grand geste pouvait-il accomplir que de dire et de faire que ce village martyr puisse rester, j'allais dire, intact. Il n'est pas intact puisqu'il a été brûlé, mais en l'état pour que les générations qui suivront puissent voir ce qu'une barbarie est capable de faire. Alors on va peut-être revoir des images de votre visite hautement symbolique, celle de 2013 à Oradour-sur-Glane avec votre homologue allemand Joachim Gauck. C'était la première fois qu'un officiel allemand assistait à ces cérémonies. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous? Qu'est-ce que ce moment a représenté? L'image justement de cette réconciliation, alors là pour le coup entre Oradour et l'Allemagne? Des présidents de la République française qui sont venus à Oradour, chacun l'a fait. Qu'un président de la République fédérale allemande vienne à Oradour, c'était la première fois. J'en avais parlé à Angela Merkel, elle y était prête,
mais elle souhaitait que le geste soit encore plus symbolique et que ce soit les deux présidents qui se rendent sur place à Oradour, ce qui fut fait. Et j'ai vu cet homme, président de son État, mais homme d'abord, connaître une émotion indescriptible quand il était dans ces ruines et dans cette église. Et quand Robert Ebras, dernier témoin vivant, racontait ce qu'il avait vu de ses propres yeux, il avait le fardeau de, sans doute, ce qui avait été commis par les Allemands, et pas seulement les Allemands à cette époque, mais il est clair qu'il voulait, et c'était notre intention commune, porter là un geste qui était celui de donner à la France une émotion partagée. Oui. Et c'est ce que nous avons eu. Au-delà de la valeur du symbole, François Hollande, il y avait aussi cette réconciliation nécessaire entre les victimes, les associations de victimes et l'Allemagne. Peut-être que c'était le moment aussi, et que ce geste-là a concouru à ce que, au fond, ça pacifie un peu. Oui, parce que ça a été long. Il ne faut pas penser que les acteurs, les responsables, les barbares qui ont commis ces actes, il ne faut pas penser qu'ils ont été jugés et châtiés. Certains ont pu s'échapper de la justice. Et donc il y a eu la volonté des associations, et on peut les comprendre, de vouloir que réparation soit faite. Donc ça a été long pour rétablir le lien entre Oradour, Limoges, les villes concernées, Tulle pour la Corrèze. Ça a été long pour qu'il y ait ce travail de mémoire commun et puis surtout cette réconciliation. Mais ça a été fait. Et donc le dernier acte, c'est la visite du président Gauck dans les ruines d'Oradour. Mais puisqu'on parle de l'Allemagne, il se trouve qu'Angela Merkel n'a pas été conviée, vous l'avez vu comme nous, aux commémorations du débarquement cette semaine. Pour les 70 ans, avec vous, Angela Merkel était là. Pour les 60 ans, en 2004, Gerhard Schröder était là, convié par Jacques Chirac. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, moi j'avais voulu, pour le 70e anniversaire, qu'il y ait tous les représentants des pays qui étaient en conflit à ce moment-là. Impliqués, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Je voulais, par exemple, que, bien sûr, l'Allemagne puisse être présente, et vous l'avez rappelé, d'autres chanceliers étaient venus avant Madame Merkel, mais je voulais aussi que la Russie puisse être présente. J'avais un différend très profond avec Vladimir Poutine, puisqu'il venait de commettre un acte inadmissible par rapport à l'Ukraine. Il n'était pas là non plus cette fois. Hein. Mais moi, j'avais voulu qu'il y vienne, non pas parce que c'était Vladimir Poutine, mais parce que la Russie a joué un rôle déterminant pour nous permettre de nous libérer de la barbarie nazie. Et s'il y a eu le débarquement, c'est parce qu'il y a eu aussi, sur le front de l'Est, des victoires que les Russes ont obtenues sur... Et Vladimir Poutine l'a bien redit cette semaine, d'ailleurs. Oui, de ce point de vue-là, l'histoire allait dans son sens pour cette époque. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai pour le présent, mais à l'époque, c'était les Alliés. Donc moi, je pense qu'une cérémonie comme celle-là, bon, chacun peut choisir de donner un éclairage. Là, c'était essentiellement sur les Alliés que cet éclairage a été donné, et donc la présence notamment de Donald Trump. Alors vous étiez maire de Tulle, François Hollande, et au fond, dans la mémoire collective, on parle très peu de Tulle par rapport à Oradour sur Glane. Est-ce que c'est, comme vous l'expliquez, est-ce que c'est injuste pour vous? Non, je ne suis jamais placé dans cette comparaison. Mais il y a deux actes terribles, d'une barbarie inouïe. Rassembler des jeunes d'une ville, des otages, et les pendre méthodiquement au balcon devant leur propre famille, c'est d'une horreur absolue. Longtemps, la justification, si tant est qu'il pouvait en être possible, qu'il était possible d'utiliser ce mot, c'était un acte de guerre. Non, ce n'était pas un acte de guerre, c'était un acte de représailles, mais de représailles qui allait au-delà de ce que justement le droit de la guerre peut appeler. Donc ça a été une barbarie, une horreur, mais il se trouve que le lendemain, il y a eu Oradour. Et Oradour, c'est la pollution de tout un village, femmes, hommes, enfants qui a été décimé. Et donc,
Tulle, bien sûr, a toujours veillé à porter le travail de mémoire, mais Oradour a tout emporté à ce moment-là, tellement là, il y avait eu un acte qui était fait pour ça, pour impressionner, pour terroriser la population. C'est pour ça que je suis toujours d'accord pour qu'on rapproche les deux lieux. Et on doit même y associer d'autres villes, parce que la division d'Agrach a continué son travail de destruction, de barbarie, dans d'autres communes, comme Argenton-sur-Creuse, dont on parle aussi assez peu. Et donc c'est toute la route qui a été ainsi marquée et ensanglantée. Vous avez vous-même, durant votre mandat, connu la barbarie en tant que président, celle des attentats de 2015, janvier, puis novembre, puis juillet. Le terrorisme islamiste a frappé le pays. Là aussi, un travail de mémoire est en train de commencer. Un musée mémorial aux victimes du terrorisme va bientôt voir le jour. Vous y êtes favorable, toujours, pour ce devoir de mémoire ? D'une histoire plus récente, mais d'une histoire... Oui, les associations des familles qui portent la mémoire y sont favorables. Et la question, c'était de savoir quelle était la date que l'on prenait pour commencer à considérer ces victimes du terrorisme, sans savoir combien de temps, hélas, nous allons être confrontés à ce mal absolu. La date et le lieu, d'ailleurs. Et le lieu. Donc je pense que c'est très important qu'un musée soit érigé, mais faut aussi y apporter tout un accompagnement. Un musée ne suffit pas. Des plaques ou des souvenirs sont tout à fait nécessaires. Mais ce qu'il faut, c'est éclairer le visiteur sur ce qu'est le terrorisme. Comment il s'installe, comment il se reproduit, quelles sont les causes qui font que nous pouvons encore vivre ce type de menace. Alors comment ? Et ça suppose beaucoup de travail des historiens et beaucoup d'explications avec le souci toujours d'éviter la stigmatisation par rapport à des populations qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. Alors, j'ai compté, quand vous étiez président de la République, François Hollande, vous avez participé à 20 commémorations en 18 mois. Vous étiez le président des commémorations, en tous les cas, vous avez incarné ces commémorations. Oui, il se trouve que je l'ai fait parce que dans la période qui était la mienne, le quinquennat, il y avait le centenaire de la Première Guerre mondiale et il y avait le 70e anniversaire du débarquement et de la libération. Donc forcément, j'étais au cœur de ce processus commémoratif. Mais ce que j'ai voulu en faire, parce que c'est ça qui comptait, compte tenu de cette actualité, qui était déjà très meurtrière, en Syrie, en Irak, et ce que l'on allait vivre sur notre propre sol, ce que j'ai voulu en faire, c'est justement un moyen, un instrument pour, bien sûr, partir de l'histoire et de la mémoire que nous devions transmettre pour appréhender ce que nous avions justement devant nous comme menace et comme horreur. François Hollande, l'Europe a été construite pour éviter ces massacres, ces guerres, pour faire régner la paix après ces deux conflits mondiaux absolument majeurs. Ça fonctionne depuis plus de 70 ans maintenant. Est-ce que vous pensez que ça va continuer de fonctionner ? Est-ce que pour vous, l'Europe de demain nous garantit encore cette paix ? Oui, je pense que la paix sur le continent européen est pour longtemps garantie. Je ne dis pas pour toujours, c'est jamais. Mais il ne faut jamais non plus oublier qu'il y a eu une guerre dans l'ex-Yougoslavie, même si ce n'est pas dans l'Union européenne, ça s'est produit il y a une vingtaine d'années. Donc je pense que la paix est installée parce qu'il y a l'Europe et puis parce que la société, les sociétés ont quand même éradiqué ce qui avait produit la guerre. Donc vous êtes confiant ? En revanche, le nationalisme n'a pas été évacué, éliminé. Au contraire. Le nationalisme, François Hollande, il est en train d'émerger en Europe. C'est un nationalisme très différent de ce qu'on a pu connaître dans l'entre-deux-guerres. Si différent que cela ? Au sens où c'est plus un nationalisme de conquête. Il n'y a pas un pays qui veut envahir l'autre. Non, c'est un nationalisme de repli. C'est-à-dire, je veux rester chez moi. Avec mon identité. Je veux cultiver même mon identité. Et donc ça, c'est un processus qui détruit l'Europe. Parce que c'est ce qui empêche
non pas un marché ou pas une monnaie, ça ne gêne pas les nationalistes. Mais c'est ce qui empêche d'avoir des politiques qui puissent, notamment sur le plan de la défense, ou sur le plan même de l'écologie, ou sur le plan de l'industrie, ou sur le plan de la culture ou de l'éducation, permettre à l'Europe d'avancer. Donc le nationalisme, aujourd'hui, détruit l'esprit européen beaucoup plus que l'Union européenne. Ce qui était très intéressant dans la campagne qui vient de se terminer, c'est qu'aucun parti en France, aucun pays en Europe n'a demandé à quitter l'Union européenne. Il faut dire que l'exemple du Brexit était suffisamment, j'allais dire, illustratif de ce qu'il ne faut pas faire, mais aucun. Pas la quitter, mais la déconstruire. La déconstruire, oui. C'est-à-dire vivre toujours avec les avantages que procure l'Union européenne, mais aucune obligation. On ne veut pas de réfugiés, on ne veut pas respecter un certain nombre de disciplines, notamment sur la question des droits de l'homme, des droits de la femme, de l'indépendance de la justice. Laissez-nous tranquilles pour mener à bien nos politiques, y compris intérieures. Et puis si vous nous posez des obligations en matière énergétique, nous ne les accepterons pas. Donc c'est ça le risque, c'est-à-dire une Europe où chaque pays vit apparemment dans la même maison, mais dans des chambres séparées. C'est quand même une Europe qui déçoit, François Hollande. De ce point de vue, c'est un risque très sérieux. C'est pour ça que moi je plaide depuis maintenant plusieurs années, mais encore davantage aujourd'hui, pour que dans cette Europe à 27, il puisse y avoir quelques pays qui avancent avec ensemble, sur un projet commun. Une volonté, une rapidité plus grande qu'aujourd'hui, notamment sur les questions... Et on ne fait pas rentrer de nouveaux pays À la limite, on peut faire rentrer de nouveaux pays à la condition qu'il y ait cette Europe qui puisse avancer, elle, beaucoup plus rapidement à quelques pays, et notamment la France et l'Allemagne. Et vous voyez, quand on parle de travail de mémoire, c'est avec l'Allemagne que l'on a l'obligation de faire. Et pourtant, les relations se tendent. Et les relations se tendent. Et ça, c'est toujours un problème quand il y a une discordance entre la France et l'Allemagne. Ça peut arriver, il y a des sujets qui nous opposent. Moi-même, je n'avais pas la même conception de la politique économique que Mme Merkel. Mais il y avait cette idée que nous devions faire ensemble. Et si la France et l'Allemagne, précisément parce qu'il y a l'histoire, aussi parce que nous sommes voisins, aussi parce que nous sommes les deux plus grands pays, si nous ne marchons plus au même rythme et avec la même destinée, alors l'Europe peut se diluer. Donc vous le dites vous-même, finalement, entre ces nationalismes, certes, qui ne sont pas impérialistes, mais qui prônent le repli sur soi, un couple franco-allemand fragilisé, l'Europe est-elle en danger ? Je vous dis, elle n'est pas en danger au sens de la dislocation, personne ne veut partir. Elle est en danger au sens de la dilution de son projet, de ce qu'elle peut porter. C'est intéressant aussi, puisque les Européens ont plus voté qu'attendu dans les élections, partout. Un peu plus, un sur deux qui n'y a pas été. Oui, mais un peu plus que ce qu'on pouvait imaginer. Et beaucoup de jeunes ont voté, ce qui n'était pas non plus prévu. Et ça prouve qu'il y a encore une flamme européenne au sens peut-être de la lutte, si je peux m'exprimer ainsi, contre le réchauffement climatique, parce que c'était une aspiration forte, mais aussi l'idée qu'il faut lutter contre le nationalisme, et l'idée que l'Europe, dans le monde tel qu'il est, avec les puissances, avec l'Amérique qui maintenant joue clairement l'affrontement, avec la Chine qui veut maintenant être une puissance à tous les sens du terme, avec la Russie qui, sur le plan militaire, a des intentions. Il est très important qu'il y ait cette Europe, justement, qui puisse non pas se protéger, non pas s'abriter seulement, mais porter une politique. Mais cette Europe qui est mal comprise, François Hollande, par les peuples, est-ce qu'elle n'est pas, au fond, aussi responsable de cette fracture sociétale qui s'est exprimée dans la société française avec cette colère des Gilets jaunes? Est-ce que c'est pas aussi un peu l'origine du mal? Non, ne laissons pas penser que c'est à cause de l'Europe qu'il y a des Gilets jaunes qui non, je n'ai pas dit ça. Je veux dire simplement qu'elle n'est pas très bien comprise. Envahit les ronds-points. Oui, mais l'Europe, elle est regardée comme étant, voilà, comme étant seulement un marché, une monnaie, ce qui est nécessaire, et assure une sécurité, une stabilité, mais elle n'est plus portée comme une destinée commune. Elle n'est plus portée comme un engagement qui nous unirait tous. Peut-être parce qu'elle est trop grande, hein, à 27 pays, c'est plus difficile. Mais peut-être trop sévère, pardonnez-moi, mais parfois Bruxelles trop, vient bien de sûr, penser l'Italie pour un déficit excessif, ce qui se justifie sur le plan économique, on est bien d'accord, mais qui donne une certaine image d'une Europe sévère face au peuple.
Mais c'est pas face au peuple, c'est face à un gouvernement qui veut pas respecter ses engagements. C'est bien légitime. On a une même monnaie. Parce qu'il redistribue beaucoup à sa population. Pas sûr qu'il redistribue comme les Italiens le voudraient, mais enfin. En tout cas, moi je pense pas qu'on puisse reprocher simplement cette déconnexion. Si, on la mesure tous les jours, aussi par rapport à la mondialisation. Mais c'est pas tellement par rapport à ce que l'Europe fait que les peuples se révoltent, c'est par rapport à ce qu'elle ne fait pas. L'harmonisation fiscale, la solidarité, même la lutte contre le chômage ou contre les fractures sociales, et notamment territoriales. Pourquoi il y a eu les Gilets jaunes, mais d'autres mouvements, on les a vus au moment du Brexit, on le voit même d'ailleurs aux États-Unis à travers l'électorat de Trump. Pourquoi ? Parce qu'il y a des territoires, et on vit quelquefois ici, sur ces territoires, où on se sent oublié, abandonné, où les services publics